Eh bien, bonsoir tout le monde, chers amis, bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances. Alors là, ce soir, nous allons faire un flashback assez particulier puisque nous allons revenir sur les législatives, sur les récentes législatives. Ouais, les députés élus sont assemblés, siègent déjà, etc. Et avec nous, pour analyser tout ça, Olivier Jean-Marie. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Michel et bonsoir à la Martinique. Alors Olivier Jean-Marie, on peut le qualifier de consultant, ses travaux s'adressent aux politiques, etc., des analyses statistiques, des analyses avec des tableaux particuliers. Vous réalisez ça comment? Vous avez toute une équipe, vous avez des moyens techniques pour faire tout ça? Oui, tout à fait. Donc nous sommes à l'initiative de Politique Data, donc qui est une société qui produit des visualisations, qui est un facilitateur d'analyse électorale, de données électorales. Et donc j'ai créé cette société-là donc avec mon associé qui s'appelle Jonathan Théodose, qui est lui ingénieur en informatique décisionnelle. Et puis on fait appel après donc à des spécialistes pour des travaux spécifiques. Ouais, donc vous avez une formation universitaire dans ce sens-là, nouvelles technologies, etc., maîtrise, à la fois économique et également oui, voilà, analyse statistique, informatique, etc. Exactement, et maîtrise aussi donc des solutions donc d'informatique décisionnelle. Et donc vos documents, ce que vous produisez, ils peuvent être exploités par des médias, bien évidemment, et également quel genre de clientèle, on va dire ça en quelque sorte, vous avez? Ce sont d'abord donc les partis politiques, les candidats, les élus, ensuite les médias, et puis aussi donc les universitaires, les centres de recherche en sciences politiques, et on leur permet on leur facilite, si vous voulez, l'analyse électorale, puisqu'on peut descendre au niveau de l'analyse jusqu'au bureau de vote, jusqu'au quartier. Et la chose politique, évidemment, vous la connaissez, parce que vous avez eu même je vais pas dire un passé politique, mais des expériences, on va dire, politiques. Oui. J'ai eu l'occasion d'accompagner des candidats. J'ai moi-même été candidat en 2012, donc ça fait 10 ans. Et puis après, j'ai changé de vie, et donc je suis passé de l'autre côté. Donc j'accompagne avec Jonathan Théodose, des candidats, mais aussi des médias et aussi des chercheurs universitaires. Alors, une question toute bête, quelle position préférez-vous? L'actuelle position ou bien ce que vous venez de me dire, que vous avez visé quand même un mandat électoral? Ah, l'actuelle position. L'actuelle position est... Vous préférez observer? Oui, observer, conseiller, recommander. Oui. Et puis, chacun trouve sa place, selon sa nature, selon aussi l'époque de sa vie, selon sa volonté. Voilà. Et les potentiels candidats, même ceux qui vont arriver, est-ce qu'ils font appel souvent à vos services? Ah, de plus en plus. Même au niveau des mairies, un peu. Ah oui, de plus en plus, si vous voulez, les candidats et les partis politiques savent que si ils s'aventurent donc dans une campagne électorale, il faut partir avec des données solides, il faut pas partir à l'aveugle. Alors, je regrette qu'ils partent un peu trop tard. Ils devraient préparer un peu plus leur campagne, mais ils sont conscients qu'il faut comme leurs ressources sont limitées, ressources en temps, en hommes, puis en argent, il faut qu'ils ciblent les secteurs à qui ils doivent s'adresser, qu'ils doivent couvrir. Mais vous contentez d'analyser, etc. Mais est-ce que vous vous attachez aussi au personnage même, aux stratégies politiques, à savoir la manière de parler, etc., la manière de conserver l'image? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Oui, tout ce qui est média training aussi, ça c'est dans le cadre d'une autre activité. Donc conseil en communication, oui, ça fait partie de nos activités. Voilà, donc on va revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, les législatives 2022. Alors Olivier Jean-Marie, effectivement, vous avez peut-être remarqué que l'abstention était très forte. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez avoir un regard sur ça? Oui, l'analyse. L'abstention, alors... Phénomène de société, c'est pas moi. Alors c'est pas propre à la Martinique, mais l'abstention est plus forte en Martinique qu'en Guadeloupe, qu'en France hexagonale aussi. Mais l'abstention aussi varie selon le type d'élection. C'est pour ça que sur le graphique qu'on voit à l'écran là, on va voir que on vote beaucoup plus, par exemple, en Martinique au municipal. Il apparaît justement. Voilà, les municipales donc sont en vert, par exemple, c'est les ronds verts, donc qui sont beaucoup plus élevés que les ronds bleus qui sont les législatives. Donc là, on a fait une étude depuis l'année 2000. Et on voit que la tendance est plutôt à la baisse. On voit que on baisse. Et les élections où on vote le plus en Martinique, ce sont les élections présidentielles et les élections municipales,
qui sont des élections de proximité pour les municipales. Et les élections présidentielles, c'est parce que je pense qu'elles sont plus médiatisées pendant plus longtemps que les élections, les autres élections. Mais un des intérêts quand même aussi important pour la chose politique en Martinique, vous l'attribuez à quoi en fait? Il y a plusieurs raisons, je dirais, à ce que les électeurs désertent les urnes. Donc la première raison, c'est que on est dans un marché très concurrentiel, c'est-à-dire le marché de l'attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc en 46, dans les années 50, quand Césaire faisait un discours... Ah oui, là, ça va une bac full. Voilà, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire non plus. Ça tourne un peu au spectaculaire même. Mais bien sûr. On allait dans un show, quoi. Oui, c'était un spectacle, il fallait vivre ça. Mais parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre. Il n'y avait pas de télévision, il y avait à peine peut-être un canal, il n'y avait pas d'Internet. Le Real de Madrid ne jouait pas à la télé, etc. Voilà, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc on était un petit peu moins ouvert aussi au monde, un peu plus concentré sur le local. Et donc aujourd'hui, les partis politiques, les acteurs politiques donc, évoluent dans un champ très concurrentiel, le champ de l'attention. Donc c'est difficile. Et puis aussi, bon, il y a eu aussi une disparition, je dirais, des idéologies qui structuraient le champ partis, politique. Ouais. Donc le mur de Berlin est tombé. Donc l'opposition, je dirais, entre communisme et capitalisme, c'est un peu atténué, quoi. Affadi. Disparu, ouais. Exactement. Et puis aussi, ici en Martinique, la structuration départementaliste, autonomiste, et puis donc indépendantiste. Donc tout ça s'est atténué aussi. Tout le monde est aujourd'hui, je dirais, d'accord pour rester plus ou moins dans la République française, si vous voulez. Hein. Ouais. Alors, le profil des hommes politiques, ça a changé, etc. On m'a parlé d'idéologie, les grands penseurs de l'époque, Césaire, évidemment, incontournable. Mais est-ce que, c'est pas mal, la proximité maintenant des élus de communes, par exemple, est-ce que ça joue un rôle important aussi? Bien sûr. Et puis la manière aussi de mener campagne aussi, si vous voulez. Donc aujourd'hui, les affiches, les voitures dans les rues qui circulent, tout ça, ça agace les gens aussi. Ça agace les gens, mais ça a du sens. Ça a du sens parce que si vous pas qu'à faire ça, au candidat il va dire mais vous pas qu'à ou pas là. Ouais. Donc ça a encore du sens. Et puis, mais je pense que les partis politiques, les équipes de campagne aussi ont perdu la proximité avec la population quand on mène campagne. Et par exemple, très peu de candidats consultent les listes électorales d'émargement dans l'entre-deux tours et après organisent des opérations de phoning pour dire et moi ou pas aller voter là, pourquoi aller voter au deuxième tour là. Ouais. Et cette pratique électorale là tombe un petit peu en désuétude et c'est vrai que les partis politiques et les équipes de campagne perdent, je dirais, l'expertise de la mobilisation de l'électorat. Alors, et qu'en est-il des programmes? Alors, parce que sincèrement, j'ai l'impression que, c'est pas moi, on ne consulte pas tellement les programmes, on ne les reçoit même presque pas avec la crise sanitaire, tout ça. Est-ce que ça aussi, ça joue un rôle? Est-ce que les gens, celui qui va voter, le citoyen, s'intéresse à ce qu'on lui propose? Alors bon, c'est difficile de capter son attention, et c'est d'autant plus difficile de capter son attention que il y a beaucoup de candidatures qui sont plus ou moins équivalentes, c'est-à-dire que c'est difficile pour les lecteurs de faire la distinction entre plusieurs propositions. Sinon, la personnalité ou la notoriété ou l'image du candidat ou des candidats de la liste, si vous voulez. Donc, comme on a des programmes qui sont à peu près équivalents, c'est vrai que, bon, le lecteur a du mal à choisir. Peut dire, moi, attends le deuxième tour là, que, il a clarifié, et puis, moi, le deuxième tour, si nécessaire. Vous voyez? Donc, c'est vrai que dans le champ politique, c'est difficile quelquefois de faire la distinction idéologique entre les programmes des différents candidats. Voilà, on va passer peut-être à une deuxième diapo. Alors là... Oui, l'idée c'était de faire un petit peu... Attends, tu voulais éclaircir un peu sur un point, oui? Oui, l'idée c'était de faire un petit peu, de passer en revue donc, les résultats des législatives qu'on a connus là. Donc sur la première circonscription, puisqu'on a 4 circonscriptions. Hein. Donc sur la première circonscription qui concerne les communes du Gros Monde, Trinité, Robert, Lamentin, François. Donc au premier tour, c'est Philippe Edmond Mariette qui est sorti en tête, devant Giovanni William, qui est un petit peu la surprise qu'on attendait. C'est ce qu'on a à l'image là maintenant. C'est exactement ça. Alors. Et donc
le taux de participation était très faible, hein, il était de 20%. C'est-à-dire que, en fait, compte, sur 5 électeurs, il n'y en a qu'un seul qui s'est déplacé au premier tour. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement. Des intérêts total, quoi. Ouais. Exactement. Donc, c'est Giovanni Williams qui est passé, donc, en tête, en deuxième position, donc derrière Edmond Mariette, au premier tour. Et puis, qui, en fait, et ce qu'on constate, c'est que, par rapport à l'élection de 2021, sur le même territoire, donc c'était la section numéro 1, en fait, compte, c'était Serge Letchimy qui sortait en tête. C'était Serge Letchimy qui sortait en tête. Or, on voit qu'il y avait 2 candidats du camp de Serge Letchimy, donc de l'Alliance, qui se sont présentés puis qui se sont neutralisés au profit de Giovanni Williams. C'était donc Monsieur Lagier du François et puis Monsieur Samo. Et ça a profité donc à Giovanni Williams. Oui. Et si on peut imaginer que si Monsieur Lagier et Monsieur Samo s'étaient entendus, peut-être que Monsieur Giovanni Williams ne se serait pas qualifié pour le deuxième tour. Donc c'est une erreur stratégique, ça. Ouais. Alors c'est une erreur stratégique ou bien peut-être que bon c'est problème d'orgueil personnel, etc. Ni ça aussi. C'est un manque de cohésion, si vous voulez, de l'alliance qui est aujourd'hui majoritaire à la CTM, qui s'est divisée et puis donc qui a perdu cette élection-là, donc au premier tour. Et puis après, la dynamique de Giovanni Williams, comme il était soutenu aussi par le maire du Robert et et du François, il a pu donc vraiment faire un score important. Donc il a gagné au deuxième tour donc avec 63%. D'où ce que j'évoquais tout à l'heure, l'importance quand même des élus locaux. Ah mais c'est très important dans une élection législative, si vous voulez. Quand vous regardez... C'est des territoires. Voilà, exactement. Une élection législative, en fait, compte, c'est... Alors, je sais que certains candidats n'aiment pas que je dise ça, mais c'est quand même une fédération d'élections municipales. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'appui sur le terrain même, le terrain même, que ce soit la majorité ou l'opposition municipale, hein, mais si vous n'avez pas avec vous des gens qui ont l'habitude de mener des campagnes, de mobiliser des gens, donc d'organiser des campagnes, donc d'être présent dans les bureaux de vote le jour du vote, tout ça là, vous avez un gros handicap. Vous avez un gros handicap. Donc à la limite, tu estimes que l'élu de terrain est plus important que le parti, à la limite, aussi dans ce genre d'élection. Ah oui, c'est-à-dire que là, très clairement, ce que cette élection-là montre. Les gens suivent leur maire des fois, souvent aussi. De moins en moins, mais la parole du maire reste importante. Le soutien du maire reste important, il n'est pas indispensable. Et c'est vrai qu'on a vu dans l'histoire politique des candidats gagner sans l'appui des maires, mais pas sans l'appui des oppositions municipales. Donc il faut avoir des appuis des gens implantés, quoi. Des gens implantés, voilà, et qui ont l'habitude d'organiser des élections. On peut passer à une deuxième circonscription? Oui, tout à fait. À la deuxième circonscription, donc au premier tour, c'est Marcelin Nadeau qui sort en tête, devant donc Justin Pamphile. Alors que beaucoup de personnes attendaient Jean-Baptiste Rodzen, qui était soutenu par Bruno Nestor Azéro, qui avait gagné en 2017, mais qui ne se représentait pas. Parce que la loi aujourd'hui intime de choisir entre maire et député, on peut pas. Des mandats, exactement. Donc, et en fait, Monsieur Rodzen, qui représentait l'Alliance, justement, donc qui est aujourd'hui majoritaire à la CTM, il n'a pas fait le score que réalisait Monsieur Azéro en 2017. Et là, il y a une défaillance à la fois, je dirais, à Sainte-Marie, parce que par exemple, il réalisait là où Bruno Nestor Azéro faisait plus de 4000 voix en 2017 à Sainte-Marie, Monsieur Rodzen ne fait que 1330 voix. Bon, c'est le regard que tu peux avoir aussi. Est-ce qu'il n'a pas été catapulté là? Est-ce que ça joue pas aussi? Bien sûr que ça joue. C'est-à-dire qu'il n'a pas la notoriété de Bruno Nestor Azéro. On le connaissait moins. Même s'il est élu donc, à la mairie de Sainte-Marie, à Cap-Nord, tout à fait. Mais on le connaissait moins. Mais je pense que aussi, l'alliance aussi a été un petit peu divisée, puisque toute l'alliance n'a pas soutenu M. Rodzen de façon unanime. Là encore, l'alliance a un petit peu péché par division. Et donc, M. Nadeau a profité de ce trou de souris-là et il est sorti en tête. Alors, c'était la 3e présentation aussi de candidature de M. Nadeau.
Et puis, il l'emporte donc au deuxième tour avec 63%. Donc 12 764 voix contre M. Pamphile, 37%. Alors justement, là encore, on a parlé de la proximité, mais il y a aussi la personnalité des candidats. Et puis il y a des candidats qui mènent un combat depuis plusieurs années. Donc il y a une assise également dans les communes. Là, c'est le point de vue idéologique. Est-ce que c'est important dans le cas de M. Nadeau, par exemple? Ah oui, oui. Et puis c'est aussi, je dirais, l'ancienneté. Ah, voilà. C'est-à-dire que globalement, on ne vote pas pour un candidat qu'on ne connaît pas. Donc comme en plus il s'était présenté déjà en 2012, il était déjà conseiller général depuis 2004, maire depuis 2008. Donc c'est quelqu'un qui est inscrit dans le paysage politique martiniquais depuis longtemps, qui non plus n'a pas varié sur ses positions idéologiques. Il est souverainiste et écologiste. Nationaliste. Et puis donc globalement, ça paye de rester constant. Par rapport à Justin Pamphile qui, lui, a eu un parcours, je dirais, un peu plus accidenté. Ouais. Entre plusieurs coalitions, plusieurs majorités. Et ça a profité donc à Marcelin Nadeau, qu'il a emporté au deuxième tour. Alors, sur Fort-de-France, donc c'est Johnny Ajor qui sort en tête. Donc là encore, est-ce qu'on peut parler d'un classique sur Fort-de-France? Oui, c'est un classique, puisqu'il y a une opposition, je dirais, Mime-Palima d'un côté, et puis PPM depuis 95. Monsieur Carole se présente depuis 95. Après, quelquefois, c'était Monsieur Marie-Jeanne qui s'est présenté en 2001 au municipal. Mais oui, c'est un classique, et c'est un classique qui vient toujours au profit du PPM, qui est bien assis, même si le PPM donc, a quand même baissé. Déjà, si vous voulez, donc Johnny Ajor en 2022 fait 37%. Voilà, on a le premier tour. Donc, mais est-ce que c'est pas du surtout au taux d'abstention quand même? Ah oui, disons que le PPM a une structure aussi qui s'est mobilisée. Donc je dirais, une machine qui mobilise, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ils savent organiser des élections, ils savent gagner des élections à Fort-de-France. Et un peu plus que Francis Carole, même si, je dirais, le score de Francis Carole aussi a progressé. Mais le score de Francis Carole progresse moins que ne baisse le score du PPM. Donc là où Johnny Ajor, on faisait 37% et 4471 voix, Serge Letchimy faisait en 2017 60% et puis plus de 11 000 voix. Mais une question, Olivier, est-ce que le phénomène Mélenchon n'a pas un petit peu pesé sur plusieurs élections? Ah oui, plusieurs circonscriptions. On a vu que... Fort-de-France, par exemple, on voit que c'est... Ah oui, on voit que, par exemple, M. Renard de la France Insoumise fait un score qui n'a rien à voir avec le score qu'il faisait donc, en 2017. Il faisait à peu près 400 voix en 2017, avec un taux de participation de 30%. Et là, il fait 1679 voix. Vous voyez? Donc, et aussi dans la première circonscription, Mme Delaney aussi fait un très très bon score. Elle sort 4e. Et oui, donc la vague Mélenchon a joué beaucoup sur ces élections-là. Ben allons-y, autant parler de la vague Le Pen également. Est-ce que ça a joué aussi? Pas du tout, pas du tout si vous voulez. Et c'est pour ça que le phénomène inverse, quoi. Les analystes politiques prennent comme référence surtout les premiers tours. Parce que c'est les premiers tours où vous choisissez vraiment ce qui correspond vraiment à vos valeurs en tant qu'électeur et aux idées dont vous êtes proche. Après, le deuxième tour, c'est un calcul tactique, si vous voulez. Et on dit souvent dans ce mode de scrutin-là, au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Et donc, on voit bien que les candidats Reconquête et Front National n'ont pas du tout percé. Ils ont fait à peine 1 ou 2% des voix. Comme quoi, il faut quand même garder comme référence le premier tour où Jean-Luc Mélenchon a fait 53%. Oui, mais en parallèle, je suppose également que vous faites des comparaisons avec les scores sur le territoire hexagonal, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a les tendances sont à peu près les mêmes? Disons que pas pour le Front National, si vous voulez, ou le Rassemblement National ou Reconquête. Parti d'extrême droite. Ouais, les partis d'extrême droite. Donc on sait bien, nous ne sommes pas un peuple qui adhère aux thèses d'extrême droite, contrairement à ce qu'ont voulu dire certains observateurs après le deuxième tour.
Donc le deuxième tour, c'était des présidentielles, c'était vraiment un cri de colère, de mécontentement du peuple martiniquais, qui a montré qu'aux législatives, pour ceux qui sont allés voter, parce que la majorité des Martiniquais ne sont pas allés voter au premier tour, donc au deuxième tour des présidentielles et puis aux législatives. Alors, les aiguilles tournent pendant ce temps. Oui. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Alors là, on va examiner La quatrième. La quatrième. Attendu comme tout. Quoi. Exactement. La quatrième, où Jean-Philippe Nilor sont largement en tête devant Alfred Marie-Jeanne, alors que au premier tour de 2021 à la CTM, c'est Alfred Marie-Jeanne qui sortait, donc la liste conduite par Alfred Marie-Jeanne qui sortait en tête, qui faisait plus de 2 fois le score de Jean-Philippe Nilor. Et je pense que donc Jean-Philippe Nilor a tenu compte, je dirais, de ce qui s'est passé l'année dernière et s'est organisé pour gagner cette élection-là. Donc il est parti très tôt en campagne. Dès décembre, novembre, il était parti en campagne. Et puis, je pense aussi que c'était une autre élection. Il y a un phénomène d'usure. Il y a un phénomène d'usure, mais il y a aussi, le fait que c'est une élection que Jean-Philippe Nilor connaît. Ah ouais, parce que c'est sa 3e candidature, mais c'est au moins sa 5e campagne, puisqu'il était l'assistant parlementaire de Marie-Jeanne. Donc c'est une élection qu'il connaît très bien, c'est un territoire qu'il connaît très bien. Et l'élection à la 7e, c'était une élection nouvelle pour lui. Être leader d'une liste, tout ça, c'était nouveau. Et je pense qu'il a tiré donc son épingle du jeu par la qualité de sa campagne et puis par le fait qu'il connaît aussi cette élection-là. Voilà, Olivier Jean-Marie, donc quand on arrive au terme de l'émission, on a analysé en gros les circonscriptions, vous avez pu voir, donc avec notre consultant, quelles ont été les tendances, quels ont été également les cas de figure. Alors, 30 secondes pour pouvoir faire un appel. Ce sont des éléments qu'on trouve qui sont publiés, ça? Oui, ce sont des éléments qui sont publiés donc, sur nos réseaux sociaux. Donc ça, ce sont des données qui sont publiques. Après, on réserve donc les données, les analyses plus approfondies donc à nos clients, médias ou partis politiques. Oui, donc on a une page Facebook qui s'appelle donc Politique Data, et puis aussi on a un fil Twitter Politique Data aussi, donc sur lesquels vous allez pouvoir trouver ces données-là. Voilà, rapidement, s'il y en a un téléphone où on peut vous joindre éventuellement. Oui, c'est le 32 82 14, c'est mon portable, 06 96 32 82 14, mais tout est sur notre site internet politiquedata.com, sur la page Facebook et puis sur notre fil Twitter et notre page YouTube aussi. Voilà, en tout cas, c'était un flashback donc sur ces législatives. Vous avez vu, nous avons des techniciens en Martinique qui vous proposent tout ça en détail, en couleur, s'il vous plaît. À très bientôt sur Zouk TV, bien sûr.